Pourquoi ne pas gagner du temps? Créez votre site web en quelques secondes et boostez votre réussite en ligne grâce à l'IA. Pourquoi attendre? Yonos, domaine, site internet, cloud. Tu pensais connaître le cocktail Old Fashioned? Ok, maintenant on change la règle. Monkey Shoulder vient casser les codes. Old Fashioned, New Rules. Monkey Shoulder réinvente ce classique avec son scotch aux notes de vanille, orange et épices. Parce que les classiques existent, mais chez Monkey Shoulder, on préfère les revisiter. Découvre le Old Fashioned, version Monkey Shoulder. Clique sur la bannière pour en savoir plus. Pour ta santé, attention à l'abus d'alcool. Bordeaux, prépare-toi! The Champions Burger, l'événement gastronomique le plus viral au monde, arrive en France. Du 18 juin au 5 juillet à l'Eau Shopping Bord-de-Lac. Entrée libre dans la limite des places disponibles. À ne pas manquer! Plus d'infos sur thechampionsburger.com/fr/Bordeaux.
Pour le grand écran, pour voir tous les films et pour rêver ensemble, on a tous une bonne raison d'aller au cinéma. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue en ce jour On sait même plus comment le dire, grosse chaleur, très grosse chaleur, immense chaleur. Voilà, c'est fatigant à force. Euh, Même si... voilà, on ne peut rien faire, c'est horrible. Enfin voilà, bon. En tout cas, on est dans une pièce climatisée pour faire les sorties ciné de la semaine. N'oubliez pas, les cinémas... Enfin, n'oubliez pas. C'est indication, les cinémas sont généralement climatisés. Il y en a beaucoup qui ont fait les équipements. Donc, malgré que j'ai vu quelques-uns qui annonçaient des fermetures pour cause de trop grosse chaleur dans les salles, la plupart des cinémas sont climatisés. Ils peuvent être des îlots de fraîcheur. Il y a des films de 2h40, 3h en ce moment. Ça peut être, voilà, regardez si vous tapez en plus les cinémas de proximité, vous pouvez avoir des tarifs vraiment pas trop chers. Certains font des tarifs réduits, ont enlevé le tarif plein. Donc n'hésitez pas à aller voir les séances de cinéma pour passer un moment au frais. Alors c'est vrai que quand on ressort, bah, on réaffronte la chaleur, mais bon, pendant un instant, on a été quand même un peu au frais. Voilà, ceci étant dit, nous sommes le mercredi 24 juin et nous attaquons les sorties ciné de la semaine avec un premier gros film qui annonce l'arrivée imminente des vacances d'été, des mignons et des monstres. On regarde... Attendez, hop, que je mette ça là. On regarde la bande-annonce. À Hollywood, les nouvelles vedettes du grand écran révolutionnent l'industrie du cinéma. Les mignons sont de retour, avec une pointe de mystère. Babi. Oh, Humphrey. Pignata. Carbonara. Lasagna. En mignon vision. James, mon garçon, tu as un vrai don pour la réalisation. Eureka. Gloria, alléluia. Mac un movie. Un movie des Minions con monstras. Yaki onigiri. D'accord. Je suis Gary, Orkem, Oliver, Magma, Isidore, l'imposteur. Ou simplement Gumi pour les intimes. Je connais les monstres. Parfait pour ton film. C'est parti. La botte à Poupouillou, Oups. Admirez la toute puissante Irène. Elle va tout détruire sur la planète. James, tu es promis à faire de grandes choses. Voilà donc pour les mignons. Je sais plus si je dis bonjour Master. Bonjour Master. J'ai un doute.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de ce film? Une franchise et des personnages emblématiques de la pop culture. Les Mignons sont apparus pour la première fois au cinéma dans Moi Moche et Méchant en 2010. Ces petites créatures jaunes ont vite conquis le cœur du public et sont revenus dans les suites avant d'avoir droit à leur propre franchise lancée en 2015, Les Mignons. Des Mignons et des Monstres est le troisième volet de la saga. Au total, Moi Moche et Méchant et Les Mignons cumulent plus de 5,6 milliards de dollars de recettes dans le monde. En solo, c'est la première fois que Pierre Coffin réalise seul un film de la saga. Il connaît très bien l'univers des Mignons puisqu'il a co-réalisé 4 films de la franchise et prêté sa voix aux petits personnages dans tous les opus. Cette expérience lui a permis de développer de nouveaux personnages sous un angle inédit, en délaissant le trio habituel Kevin, Stuart et Bob, pour se consacrer à de nouveaux venus, James et Henry. La voix des Mignons. Pierre Coffin double les Mignons depuis leur début et est à l'origine de leur verbiage si particulier. Ce qui avait commencé comme une expérience sous forme d'improvisation au studio d'enregistrement est devenu l'une des signatures les plus reconnaissables de la franchise. Le réalisateur revient sur la naissance de cette voix. Ma façon d'interpréter la voix des Mignons est à la fois simple et complexe. Quand nous avons commencé à travailler sur le premier Moi Moche et Méchant, je n'avais aucune intention technique. Je ne travaillais pas du point de vue d'un ingénieur du son ou d'un cadreur. J'ai commencé à faire les voix moi-même car nous ne savions pas encore exactement quels mots utiliser, ni comment le langage fonctionnerait. Mais le mignonnet, comme il l'appelle, n'a pas besoin d'avoir un sens littéral, mais doit faire comprendre l'intention. Genèse. Chris Meledandri, le fondateur et PDG d'Illumination, a proposé à Pierre Coffin l'idée d'un film où les Mignons réaliseraient un film d'épouvante. Le réalisateur a été d'emblée emballé. J'ai tout de suite accroché car c'était à la fois hilarant et tellement typique de ces monstres jaunes. Si les Mignons cherchent toujours à réaliser les rêves des autres, cette fois c'était l'occasion de découvrir le leur. Dans les années 1920 nous semblaient très à propos, une époque où le cinéma était en plein développement, un monde d'instinct d'expressivité, le cadre idéal pour nos Mignons. Une période idéale. Le cinéma muet est une période qui se prête parfaitement aux Mignons, car comme le souligne le scénariste Brian Lynch, il communique depuis toujours par le geste, le rythme et le comique de situation. Les débuts de l'âge d'or du cinéma constituaient un environnement aussi idéal qu'intuitif pour nos petits amis jaunes qui s'y trouvaient contre toute attente totalement à leur aise et à leur place. Les Mignons n'ont pas besoin de retenir des dialogues ni de parler anglais et peuvent tout simplement être eux-mêmes. Un film très personnel, bien que ce soit la troisième aventure des Mignons et des Monstres est un film très personnel pour Pierre Coffin, qui est passionné depuis son plus jeune âge par les créatures et les effets spéciaux du cinéma classique. À 10 ans, il a déménagé aux États-Unis et se sentait perdu. En cherchant des livres en français à la bibliothèque, il est tombé sur un ouvrage consacré au maquillage de Frankenstein. Cette découverte l'a conduit vers Dracula, la momie et tout le cinéma fantastique classique. Ce sont ces monstres qui l'ont initié au cinéma. Une version mignonne de Cthulhu. Le personnage de Goomy va totalement à l'encontre de représentations classiques de monstres, en particulier celle de Cthulhu créée par H.P. Lovecraft. Pierre Coffin explique, Goomy est une créature évocatrice de l'univers de Lovecraft, une figure aussi antique qu'effrayante, mais l'idée était d'en prendre physiquement le contre-pied en la rendant minuscule et mignonne. Goomy est doublée par Trey Parker, qui avait déjà prêté sa voix à Balthazar Bratt dans Moi Moche et Méchant 3. Rempli de clins d'œil, des Mignons et des Monstres est truffé de références à l'histoire du cinéma. Pierre Coffin déclare, l'animation permet de dissimuler des références partout, on peut les glisser dans le décor, sur une fiche, sur une affiche ou dans la composition d'un plan. Tout le monde ne les remarquera pas, mais c'est justement ce qui fait le charme. Parmi ces références, on peut citer les études d'Edward Muybridge sur le mouvement, les Frères Lumière, les premières images associées à la naissance du cinéma, le cinéma muet, notamment Harold Lloyd, Buster Keaton et Charlie Chaplin, l'humour cartoonné de Tex Avery, le film SF Le jour où la Terre s'arrêta, La planète des singes The Earth Dies Screaming et Le Colosse de New York. Alors voyons vite fait la presse où on est à 3,5, tout le monde est plutôt satisfait du retour de la licence. Allez, on va avoir à lire.com vite fait. Pierre Coffin de retour avec ses Mignons pour présenter une ode à la comédie, aux monstres et surtout au cinéma, dans une esthétique des plus ludiques. Et écran large qui, un petit peu moins, on n'y croyait pas trop, et pourtant cette plongée des Mignons dans l'histoire du cinéma s'avère maligne et divertissante. Voilà. Alors on n'a pas vraiment de gros coup de cœur, puisqu'on n'a aucun 5 sur 5. Voilà donc pour les Mignons. On continue. Bonsoir Michel, j'espère que tu vas bien.
malgré la chaleur. Avec la bataille de Gaulle, deuxième partie, J'ai écrit ton nom, qui a été avancé puisqu'il était initialement prévu au 3 juillet, mais le distributeur a dû se dire que c'était intéressant de profiter de la fête du cinéma qui commence ce week-end de dimanche à mercredi prochain. Tous les films seront à 5 € dans tous les cinémas participant à l'opération. Généralement, je ne connais pas beaucoup de cinémas qui n'y participent pas. Je dirais même que j'en connais aucun. Donc n'hésitez pas à en profiter, surtout s'il continue à faire chaud comme ça. 5 € la séance, c'est très intéressant. La bataille de Gaulle, partie 2, J'écris ton nom. On regarde la bande-annonce. Messieurs, nous savons tous ce que cela signifie. Arriving on the scene is the General Giraud, who will lead the French forces into battle. L'armée du général Giraud reprend la main. Vous ne comprenez rien à la politique. Giraud est une marionnette des Américains. Vous ne pouvez pas obstacler la guerre, général de Gaulle. Il n'y aura jamais aucun accord entre lui et moi. I cannot deal with this crazy man. I cannot deal with this madman. Les résistants doivent s'unir. Essayez de me laisser le temps d'agir. J'ai besoin de temps. No République française, just a flag. Pour lui, la France n'existe plus. Seems as though these days being French is a complicated thing. Si nous ne nous imposons pas sur le terrain, il n'y aura pas de France. L'armée secrète se met en place. Nous allons pouvoir commencer à frapper fort. C'est là-bas que se joue le destin du monde. Nos enfants n'auront rien à nous reprocher à notre tour. J'incarne tout ce que les Américains détestent. Je suis faible. Et je tiens tête. Que vous pouvez en IMAX, et j'avoue que sur les grands écrans des IMAX, ça doit quand même avoir une sacrée gueule. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de ce film? Diptyque, La bataille de Gaulle, partie 2. J'écris ton nom et le second volet. Je pense qu'on l'aurait deviné, avec partie 2. D'un diptyque consacré au célèbre général français. La première partie, L'âge de fer, est sortie 3 semaines plus tôt. Une sortie avancée, initialement prévue pour une sortie le vendredi 3 juillet, soit un mois jour pour jour après la première partie. L'âge de fer sorti le 3 juin, la bataille de Gaulle, J'écris ton nom, a été avancée au vendredi 26 juin. Un changement qui permet au long métrage de bénéficier, comme je disais tout à l'heure, de l'opération La Fête du cinéma, qui permet aux spectatrices et spectateurs d'aller au cinéma à tarif préférentiel dans toutes les salles de France. Une nouvelle perspective sur De Gaulle, intéressé par De Gaulle depuis l'adolescence. Antonin Baudry a découvert grâce à la biographie de Julian Jackson le général sous un nouvel angle. Peut-être parce que l'auteur était anglais et que son livre échappait au côté monument national français. De plus, il recelait de nombreux témoignages de première main rédigés à l'époque en direct et non reconstitués après coup. Les années 40-45, le réalisateur explique son choix de se concentrer sur les années 40-45 de la vie du général. C'est la période de De Gaulle qui m'intéresse. On pourrait la résumer par l'imagination au pouvoir. Il fallait être un peu spécial, un peu allumé, pour se retrouver dans le bureau de Churchill dès le lendemain de la capitulation de la France. Il voulait aussi se pencher sur une époque où la relation entre les États-Unis et la France se structure. J'ai vécu 5 ans aux États-Unis et j'ai beaucoup aimé ce pays, puis je suis rentré en 2015. Et j'ai eu le sentiment en revenant en France d'atterrir dans une colonie. Dans l'espace public, la moitié des mots étaient en mauvais anglais, les préoccupations des élites consistaient à ne pas déplaire aux Américains, à les imiter, à être bien vu d'eux et à faire comme eux, tout en les critiquant. Je n'avais jamais perçu mon pays comme cela avant. Ouais, en fait, je suis en train de dire exactement la même chose. Rappelez-vous, les 1000 litres à l'heure. Bon, vas-y, on va le relire. Les scènes de bataille. Pour filmer les scènes de bataille, l'équipe utilisait 3 vrais tanks. Un tank consomme 1000 litres à l'heure, c'est délirant, précise le réalisateur. 80% de ce qui compose le cadre a été fait grâce aux effets spéciaux en post-production. Antonin Baudry détaille. Il faut arriver à faire un effort d'imagination. C'est intéressant et pas désagréable du tout, sachant que les effets spéciaux numériques ne marchent que s'ils s'appuient sur du réel. Par exemple, on filme une explosion, puis on filme le tank qui est censé exploser. Ensuite, il faut bien coordonner ces deux plans pour qu'on ait l'illusion que le tank explose. On ne va pas se mentir, c'est un peu moins jouissif que de filmer deux grands acteurs.
Incarner De Gaulle. Pour Antonin Baudry, le choix de Simon Abkarian pour incarner le général était une évidence. Simon était le meilleur acteur possible pour ce rôle et sa ressemblance suffisait pour qu'on puisse se projeter dans le personnage. Ça s'est passé merveilleusement, il a énormément travaillé pour trouver les postures, la diction, la musique de Gaulle et même sa façon de penser. L'acteur reconnaît qu'il a été un peu intimidé par le rôle. Au début, un rôle pareil fait peur. Moi j'aime travailler, j'aime Antonin Baudry et c'est en lisant le scénario que j'ai pris la mesure du projet. De Gaulle est entré dans le panthéon de l'immortalité. Ce n'est pas n'importe quel bonhomme, il avait une passion, la France, et finalement sa personnalité me facilitait un peu la tâche parce que ses sentiments étaient clairs, héroïques, grands. Pour un acteur, cela donne une latitude de jeu extrêmement stimulante. Travailler ce rôle. Un film pour les jeunes générations. J'ai fait ce film pour les jeunes générations, pour mes enfants et leurs amis, des ados de 15-16 ans et une vingtaine d'années. Ce n'est pas facile d'être adolescent aujourd'hui. On se sent impuissant par rapport aux grands événements du monde. Les forces agissantes nous dépassent. Thierry Lhermitte fait son apparition dans ce deuxième volet. Dans le rôle de Giraud, ce grand général qui s'est perdu dans la politique, décrit le réalisateur. Antonin Baudry ajoute, c'est l'autre France, celle qui est passée à côté de l'histoire. Giraud a été le jouet d'une équation qui le dépassait. Là encore, je ne juge pas. On est tous un peu comme ça, dépassés par les événements trop gros pour nous. Le débarquement. Le film consacre quelques scènes au débarquement, mais le réalisateur a choisi de ne pas en faire une séquence spectaculaire. Quand même dommage. D'une part, ça a déjà été fait, et d'autre part, ce n'est pas le sujet de mon film. De Gaulle n'ayant pas joué de rôle majeur dans le débarquement. Oui, ok. Ah bah oui, on n'a pas de presse puisqu'il sort le 26 juin. Il sort donc vendredi. C'est ça? On est le 24 aujourd'hui, c'est ça? 24, jeudi 25, donc il sort vendredi. Donc on aura la presse que vendredi. J'aurais été curieux parce qu'il y a quelques critiques qui attendaient justement le deuxième pour confirmer ou amender leur première impression sur le premier. J'aurais été curieux de voir la presse. Allez, on continue avec Les Caprices de l'Enfant Roi, présenté en hors compétition au dernier festival de Cannes. On regarde la bande-annonce. Maman! Moins fort. On n'appelle pas maman la reine de France. Est-ce qu'ils vont venir nous tuer? D'Artagnan, Louis doit quitter secrètement le palais cette nuit même et se cacher hors de Paris. Ne vous inquiétez pas, Votre Altesse, sur tout prévu. Louis va quitter le palais secrètement cette nuit même et se cacher hors de Paris. Oui, c'est ce que je viens de dire. Cyrano de Bergerac, j'ai besoin de toi pour une mission secrète de la plus haute importance. Tu es le seul à qui je peux demander ça. Si tu peux tout me demander, sauf de m'occuper d'un enfant ou d'un roi. Je te présente le dauphin de France. Je ferai tout ce qui est en mon possible. Reste où tu es. Je ne suis pas habitué à tant de laideur. Je ne m'occuperai pas de cette vilaine petite personne. Personne ne doit connaître son identité. Les troupes de théâtre en tournée, croyez-moi, il n'y a pas meilleure cachette. Je te présente François. Il est hors de question que je dorme dans un tel endroit. C'est ton? Mon fils? Ton fils? Je m'en vais sur le champ. Commande-moi un attelage. Mais enfin, comment tu l'as élevé, Savinien? Faut pas tout leur passer. Marraine, vous m'avez demandé? Où est mon fils? En lieu sûr. J'ai failli à ma mission, Madeleine, tu ne comprends pas? Qu'est-ce qui se passe? François, c'est Louis. Mais oui, François, c'est lui, je sais C'est bien. pas lui, c'est Louis. Il leur ressemble. Oui, c'est François, j'ai compris. C'est pas François, c'est Louis, le petit roi. Savinien, ton fils, c'est le dauphin de France? C'est pas mon fils, mais c'est le dauphin de France. Le vrai courage, c'est de mourir les armes à la main. Allez! Sans personne pour en témoigner. Je t'avais demandé de la discrétion, bravo. Comment faites-vous, D'Artagnan, pour toujours trouver des solutions à mes problèmes? Certains disent le talent. Je trouve qu'ils exagèrent. Monsieur Tronche de Cake, bien le bonsoir. J'espère que tu vas bien, malgré la chaleur. Je sais plus sur quelle touche on appuie, moi, maintenant. Hop là. Qu'est-ce qu'on nous dit de ce film? Ça vamos, pas malos. Bah, moi, je me plains pas parce qu'il y a que quand il faut que je passe du cinéma à ici que je l'ai chaud.
Chez moi, j'ai la chance d'avoir la clim. Donc, ça va. Somme toute. Alors, dès qu'il faut sortir, ne serait-ce que dans le hall du centre culturel, il y a 35. Puis quand tu sors après, il y a 50. Alors, c'est bien quand faut que je sorte dans le hall, je sors directement dehors. Il fait 50, comme ça, je reviens dans le hall où il y a 35, je me dis, il fait bon. C'est une technique. Cannes 2026. Ce film est présenté au cinéma de la plage au Festival de Cannes 2026. Un projet né de plusieurs passions cinéphiles. Michel Leclerc rêvait depuis longtemps de réaliser un film de cap et d'épée dans l'esprit des grandes aventures populaires françaises. Le cinéaste cite notamment les œuvres de Jean-Paul Rapneau, Gérard Houry ou Philippe de Broca comme influence majeure. L'idée a véritablement pris forme lorsqu'il a fusionné un projet autour de la Fronde avec son envie de raconter les coulisses d'une troupe de théâtre itinérante. Une rencontre fictive entre les Avengers du XVIIe siècle. Le réalisateur s'est amusé à réunir dans une même intrigue Louis XIV, Cyrano, Molière, Madeleine Béjart et D'Artagnan, comme une sorte d'équipe de super-héros historiques. Michel Leclerc explique avoir adoré jouer avec notre mémoire collective et détourner légèrement la vérité historique. Le film revendique d'ailleurs d'emblée son ton fantaisiste, avec la phrase « une histoire vraie, sauf pour les historiens ». Artus, un Cyrano inattendu mais évident. Michel Leclerc cherchait un Cyrano à la fois physique et profondément sensible. Après avoir travaillé avec Artus sur le goût et les couleurs, il a été convaincu que l'humoriste possédait cette dualité rare entre puissance et fragilité. Le comédien a également surpris l'équipe par son aisance dans les scènes de combat tout en apportant une intériorité très éloignée de son image habituelle. 150 enfants auditionnés, ça m'impressionne toujours, des fois quand ils font des annonces, des chiffres comme ça me... Le casting du rôle principal a nécessité de longues recherches. La directrice de casting Dorothée Auboiron a vu environ 150 enfants avant que Michel Leclerc ne découvre Niels Hamel Brochant. Le jeune acteur devait de relever un défi complexe puisqu'il interprète à la fois Louis XIV, son sosie, et parfois des personnages joués par ces deux figures. Des décors éclatés entre plusieurs châteaux français pour recréer le palais royal du XVIIe siècle. L'équipe a dû tourner dans plusieurs lieux différents, notamment Fontainebleau, Vaux-le-Vicomte et dans divers hôtels particuliers. Michel Leclerc compare d'ailleurs la fabrication du film à un immense puzzle visuel. L'objectif était ensuite de donner au spectateur l'impression d'un univers parfaitement fluide et cohérent. Théâtre vivant. Michel Leclerc voulait que la caméra circule constamment entre les personnages, comme un regard qui espionne les coulisses d'une scène. Les décors ont même été conçus avec des perspectives volontairement faussées afin de favoriser les jeux de regard et les dissimulations. Le metteur en scène privilégiait aussi les longs plans continus pour laisser les comédiens évoluer librement ensemble. Franck Dubosc terrorisé à cheval. Si Franck Dubosc rêvait de jouer d'Artagnan depuis l'enfance, il avoue pourtant avoir très peur des chevaux. Michel Leclerc a alors transformé cette contrainte en gag de mise en scène. Le personnage sort du cadre à pied avant de réapparaître immédiatement à cheval, dans un pur esprit burlesque, une solution inventée directement pour contourner l'appréhension du comédien. Un tournage estival pensé comme un tableau impressionniste. Une grande partie du film a été tournée en plein été dans la campagne sartoise. Michel Leclerc souhaitait créer une ambiance lumineuse et chaleureuse, rappelant les tableaux de Renoir avec une troupe vivant presque en permanence en extérieur. La photographie d'Alexis Kavirchine a renforcé cette sensation de liberté, de fête et de mouvement. Alors voyons voir quelle serait la presse. 2,9. Ah, mitigé. Alors dans ceux qu'on mis 4, je les aime pas beaucoup. France Info, voyons, France Info Culture. Malgré quelques longueurs et des intrigues parfois absurdes, l'histoire réussit de le pari de faire rire, c'est déjà pas mal. Et de proposer une belle comédie historique pour le début de l'été. Si on descend, qui c'est qu'on a qu'aime pas? On va dire Télérama quand même. Allez, 3. Avoiralire.com. Michel Leclerc revisite l'histoire de France, mélange les genres pour construire une comédie vibrionnante et colorée. Vibrionnante. Ok, je découvre le mot. Qui vibre et qui est brillante. Allez, on continue sur le domaine de la comédie avec Les Parfaits Arnaques en famille.
Dans notre famille, l'arnaque est un art qui se transmet de génération en génération. On vient encore d'attraper Hugo à changer les notes de ses camarades. Comment voulez-vous que nous, parents, puissions suivre? Il y a des mégabits, des mégadrives, des octaves, des octets, des TikTok-touk, là. Quelle époque on vit. Vous alliez faire le coup du siècle, et moi non. Tu fais quoi, papy? Je m'inscris sur Tinder. À 250 000, l'œuvre est à vous. L'arnaque au faux tableau, c'est mort. Faut trouver quelque chose de plus ambitieux. On part en Écosse, on prend la place des parfaits. C'est vrai que 10 millions, c'est ambitieux. Va falloir la jouer serrée. Gilles Parfait. La perfection à la française. La chasse aux pigeons, c'est un art ancestral qui se transmet de génération en génération. Je vais vous faire découvrir tous les charmes de l'Écosse. Et les pigeons, papa, on en fait quoi? On les plume. Et on va aller s'arrêter, chercher l'autre moitié de la robe aussi, non? C'est du UGC. Faites voir l'affiche, j'ai même pas fait gaffe à l'affiche. Voilà, alors là, voilà. C'est un film qui est sorti par UGC Distribution. Alors vous allez me dire, bon, jusque-là, rien d'exceptionnel, effectivement, à part qu'ils sont en train d'être vendus. Mais, si vous faites attention aux prochaines sorties du distributeur UGC, vous verrez qu'ils ont toujours le même type d'affiche. C'est-à-dire, vous avez les photos des personnages face appareil photo ou un petit peu de quart pour faire un peu genre, mais toujours la fresque des personnages comme ça, les deux acteurs principaux, le titre et le reste. Toujours, vous retrouverez ce type de photo, vous allez le retrouver sur 99,9% des affiches de UGC. Celle où c'est pas comme ça, c'est quand c'est un film de... Son frère à la Comédie Française, réalisateur français, ça va pas m'en venir, qui lui fait ses propres affiches dessinées. Mais autrement, toutes les affiches UGC, vous avez la même construction de photos qui, moi personnellement, c'est basique quoi. Hein. C'est bon, ils l'ont rentabilisé là le cadre de photo. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit du film? Un film d'arnaque à la française, avec les parfaits, le réalisateur Ludovic Bernard s'est aventuré. Ludovic Bernard, je cherche depuis tout à l'heure qu'est-ce qu'il a fait. Fury, saison 2, Avis de tempête, Robin des Bois. Ici et là-bas, il était pas trop mal. Ah, c'est lui qui avait fait 10 jours sans maman, 10 jours encore sans maman, qui était quand même loin d'être génial. L'Ascension était sympa. J'avais bien aimé l'Ascension. Mission Pays Basque, bon. Au bout des doigts. Ça me dit quelque chose, mais je me rappelle plus. Par contre, ça m'étonnerait que les 3 étaient sortis en 2017. Il doit y avoir une erreur, là. Ludovic Bernard s'est aventuré sur un terrain encore peu exploré dans le cinéma français, celui du film d'arnaque. Genre, il n'y a pas de film d'arnaque dans le cinéma français. Si on cherche, je sais qu'il y en a. Alors, oui, si, il y en a, oui. Grand amateur des œuvres de Guy Ritchie et des classiques du genre, il souhaitait retrouver le plaisir du spectateur qui découvre peu à peu les rouages d'un plan apparemment impossible. Le projet est ainsi né de mêlée mécanique de l'escroquerie et comédie familiale. L'Écosse comme terrain de jeu, le choix de l'Écosse n'a rien d'anodin pour accentuer le décalage comique. Ludovic Bernard voulait éloigner ses personnages de leur environnement habituel et les plonger dans un pays dont ils ne maîtrisent pas les codes. Entre kilt, whisky et paysages brumeux, le décor écossais offrait selon lui un cadre original et dépaysant pour cette aventure d'escrocs en cavale. Des rôles repensés pour Ramzy Bedia et Audrey Fleurot. Dès l'écriture, le cinéaste imaginait déjà Ramzy Bedia et Audrey Fleurot dans les rôles principaux. Leur énergie, leur vivacité et leur sens de la comédie correspondaient parfaitement à cette famille d'arnaqueurs toujours sur le qui-vive. Le réalisateur a également travaillé l'élégance de leurs personnages, convaincu que leur allure participerait pleinement au style du film. Une star internationale sur mesure, le personnage de Sean McCallaghan
a été écrit spécialement pour Alan Cumming, admirateur de longue date du comédien écossais. Ludovic Bernard lui a envoyé le scénario en espérant le convaincre. Séduit par le projet, l'acteur a rejoint l'aventure et a même enrichi son personnage grâce à plusieurs improvisations, dont certaines répliques particulièrement mémorables. Une pluie 100% authentique. Pour les séquences tournées en Écosse, l'équipe espérait retrouver l'atmosphère humide et caractéristique du pays. Elle a été servie au-delà de ses attentes. Une semaine de tournage sur place a été marquée par des pluies abondantes, au point de compliquer certaines prises. La pluie visible dans plusieurs scènes, notamment à l'arrivée devant l'hôtel, est donc totalement naturelle. Une photographie plus sombre que la moyenne, souhaitant s'éloigner de l'esthétique très lumineuse des comédies françaises traditionnelles, Ludovic Bernard a travaillé avec son chef opérateur Vincent Richard pour créer une image plus contrastée. La scène nocturne entre les personnages de Ramzy Bedia et Audrey Fleurot en est l'exemple le plus marquant. Le réalisateur tenait à assumer les ombres et les fonds sombres pour renforcer l'émotion du moment. Une casse scénaristique digne d'une véritable arnaque. Comme tout bon film d'escroquerie, il est parfait à demander une écriture particulièrement minutieuse. Les scénaristes ont d'abord construit l'arnaque dans son intégralité avant de la démonter pour la raconter de manière fragmentée. L'objectif consistait à donner parfois une légère avance au spectateur, tout en lui cachant les éléments essentiels jusqu'au dénouement final. Et alors, c'est vrai que les films du GC dernièrement, ça n'a pas été... Oula 2,8 et on n'a que 4 critiques qui ont été le voir. Public, toujours optimiste, la comédie familiale de l'été. Dernière nouvelle d'Alsace, un peu plus réaliste. Les parfaits arnaques en famille et l'archétype de la comédie familiale trop calibré pour son propre bien. Rien n'est vraiment marquant et tout est gentiment cliché. Comme on est en Écosse, l'intrigue a pour cadre une distillerie de whisky, forcément. C'est vrai que oui, c'est... Voilà, bon. Mais en même temps, c'est vrai que les comédies estampillées UGC, enfin les films estampillés UGC, c'est quand même pas la joie. Allez, continuons. Avec Anesthesia, dont on regarde la bande-annonce. J'ai pas eu de profonde discussion avec elle en disant « Est-ce que tu veux vraiment mourir ?» etc. Elle était déterminée. Soyons forts et ne perdons pas le moral. Mon papa a une maladie neurodégénérative. Il a décidé de mourir par euthanasie en Belgique. Et moi, j'ai la même maladie. J'essaye de continuer à vivre. Si en France, nous avions légalisé l'euthanasie, nous aurions probablement 50 000 euthanasies par an. Les patients disent « Mais vous m'avez donné la mort. » Oui, c'est vraiment un don qu'on leur fait. In the Netherlands, we have euthanasia for small children. It started with eating disorder, and after that, the depression got worse. And she called me and she said, "Mom, I'm sure." Très cher. Le mari me dit clairement que si une décision rapide n'était pas prise, c'est lui qui allait s'occuper de sa femme. Je céderai à aucune pression, ça c'est de l'euthanasie, vous savez très bien. Moi je suis pas peu. Ils nous ont pris nos terres, ils nous ont mis dans les réserves. Puis aujourd'hui, s'il aide à mourir, l'euthanasie. Freedom is a very important fundamental in our society, but there's limitations on freedom. If this bill passes, there's a risk that it will be easier to access help to die than help to live. On a évalué à 1,4 milliard les économies que pourrait faire le budget français en légalisant l'euthanasie. Je ne peux pas laisser souffrir l'autre en face de moi et en disant bah, « débrouillez-vous avec votre souffrance ». En fait, en tuant, on essaie d'être tout puissant. Pour moi, ça aurait été vraiment terriblement difficile à vivre. C'est des discussions sans fin. Lorsqu'on tue, on empêche toute autre solution. Et si la solution, elle allait venir juste après, justement parce qu'on n'a pas de solution. C'est courant que les gens disent je veux mourir et qu'ils disent en même temps je veux vivre. Et cette ambivalence-là, c'est la vie de tous les jours. Une personne âgée, un malade, qui ne se sent pas un poids, cette personne va avoir le courage d'aller jusqu'au bout. Tout ce que je te le souhaite, c'est que tu sois bien entouré. Quand on dit que ici c'est la maison de la mort, non, c'est la maison où on vit jusqu'au bout. À partir du moment où on s'occupe bien de quelqu'un, si on a des attentions délicates, si on a un regard, si on nous aide à surmonter des choses qui nous paraissaient insurmontables, peut-être qu'il est moins pressé, peut-être qu'il finit par accepter des choses qui lui paraissaient inacceptables. T'aurais suivi ton désespoir, t'aurais eu un bouton tout prêt pour appuyer dessus. Moi, je passais à côté de ma plus belle histoire d'amour. Et moi aussi.
Eh ben, quelle affaire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de ce film? Continuité. Après, et je choisis de vivre, un documentaire consacré au deuil d'un enfant. Le réalisateur Damien Boyer a créé la plateforme d'accompagnement Mieux traverser le deuil. Dans la continuité de ce travail sur la souffrance et le deuil, il signe Anesthésia, un documentaire qui s'interroge sur le sens de donner à la vie quand elle est traversée par la souffrance. Et alors, voilà, on n'a pas de critique presse. Voilà, la presse là avait pas envie de se déplacer pour. Alors que le sujet doit être intéressant, faut voir après au niveau du traitement, mais c'est vrai qu'il y a c'est tout un raisonnement, tout un. Ouais, ça a l'air intéressant, hein. Faut voir après comment c'est traité, comment. Parce qu'effectivement, t'as les deux aspects. Tu autorises l'euthanasie, mais si jamais juste après il y a une solution. C'est vrai que t'as plein de notions au niveau de la médecine, au niveau de la justice et tout, qui doivent être, et puis même de la morale personnelle, qui doivent être quand même sacrément intéressantes à explorer. Allez, on change complètement d'ambiance avec le film suivant. Noise, laissez-moi vérifier l'interdiction, interdit au moins de 12 ans. C'est ça la vie, tu peux. Bah, c'est ça, c'est ça. Et après, bon, charge à toi de. Enfin, à celui qui. Moi, je pense encore celui qui reste, la famille qui reste. Bon, tu fais ton deuil, Moi, je pense surtout à celui, le psychologue, qui signe après, ou le psychiatre, ou je sais pas comment ça s'appelle, qui signe le truc de dire, ok, cette personne. On n'a aucune solution et elle accepte cette opération, enfin cet acte final, et il apprend 15 jours après qu'en fait il y avait une solution. Ah, mais après c'est vrai que oui, bon c'est la vie. Alors attention, bande-annonce très courte pour un film interdit au moins de 12 ans, les murs ont des oreilles, Noise. 16 secondes, c'est parti. Il est arrivé quelque chose à ma petite sœur. Elle a parlé d'un fantôme dans l'immeuble. Je vous demande de faire un peu moins de bruit le soir. Sinon, je vous arrache moi-même la langue. C'est court, c'est simple, c'est efficace, je trouve, moi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de ce film? Une obsession née du son. Avant même d'imaginer l'intrigue de Noise, Kim Sung-jin s'est passionné pour le pouvoir du montage sonore. Au lycée, il avait réalisé un exercice consistant à créer plusieurs versions d'une même scène uniquement grâce à des variations de son et de rythme. Cette expérience lui a fait comprendre que le bruit pouvait devenir un véritable moteur narratif, une idée qui irrigue tout son premier long métrage. Un travail sonore inspiré du quotidien. Pour renforcer l'immersion, l'équipe du film a utilisé des sons très familiers de la vie en appartement. Vibrations de canalisation, chaises déplacées ou craquements de murs. Le réalisateur souhaitait que chaque bruit puisse sembler crédible avant de devenir inquiétant. Le sound designer Park Young-ki, déjà passé par The Strangers, a contribué à créer cette ambiance oppressante entre réalisme et surnaturel. Une héroïne malentendante pour renouveler le genre. Le personnage principal de Noise est malentendant, un choix pensé très tôt par Kim Sung-jin. En préparant le film, le cinéaste s'est intéressé aux applications de reconnaissance vocale utilisées par certaines personnes souffrant de troubles auditifs. Il y a vu un potentiel cinématographique inédit pour un thriller horrifique. Le film joue ainsi constamment sur la perception du son et du silence. Une horreur ancrée dans une réalité coréenne. L'idée de Noise s'appuie sur un problème social très présent en Corée du Sud. Les conflits liés aux nuisances. Dans les grandes villes comme Séoul, où la majorité de la population vit en immeuble, ces tensions peuvent parfois dégénérer violemment. Le film détourne cette angoisse collective pour en faire un cauchemar fantastique, une manière pour le réalisateur d'ancrer l'horreur dans le quotidien. Des gros plans pour renforcer l'empathie. Plutôt que de multiplier les effets chocs, Kim Sung-jin a privilégié une mise en scène très proche de ses personnages.
Le film utilise de nombreux gros plans et plans subjectifs afin de faire ressentir l'angoisse de l'héroïne au plus près. Cette approche permet aussi de créer des moments de douceur qui rendent les scènes d'horreur encore plus brutales. Le réalisateur voulait avant tout que le spectateur ressente physiquement l'inconfort du personnage principal. Un premier long métrage après Cannes, avant Noise, Kim Sung-jin s'était surtout fait remarquer grâce à ses courts-métrages. Son film The Line avait notamment été sélectionné à la Ciné-Fondation du Festival de Cannes. Après plusieurs expériences dans le format court, Noise marque son passage au long-métrage, un premier essai qui confirme son goût pour les récits sensoriels et anxiogènes. Ah, bah là, la presse est venue quand même. Ah, puis pas mal quand même. 2,8 pour un film de genre, c'est plutôt pas mal. L'écran fantastique, qui sont plutôt assez intéressés par ce type de film. Angoissant avec 2 actrices, Lee Sun-bin et Han Soo-ah, qui soutiennent le métrage avec brio et un travail sur le son intense, qui font de Noise une œuvre digne d'intérêt. Mad Movies a moins aimé, allons voir pourquoi. Une série d'atmosphères honorables, techniquement soignées, mais qui ne renouvelle pas vraiment le genre. Bah, c'est sûr que, bon, après, c'est toujours dur de renouveler complètement le genre. Hein. Cinématiseur qui lâche que 2 étoiles. Noise essaye de rattacher le cinéma d'horreur à des problématiques sociales sans jamais parvenir à ce que l'un nourrisse vraiment l'autre. Alors ça, par contre, ça peut être dommage, effectivement. Voilà donc pour ce film. On continue avec un film proposé par Tandem Distribution, L'étrangère. On regarde la bande-annonce. Mon mari est prisonnier politique en Syrie. Il est probablement mort. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Un accident. Je travaille en face. Oui, je sais, oui. Mais rentrez. J'ai besoin d'un avocat. J'ai un fils qui est resté en Syrie. Je m'occupe du dossier de la migrante dont je t'ai parlé là. Tu vas avoir le temps pour ça? Tout ce qui apparaît dans votre récit, ce courage, c'est ça qu'il faut raconter. Tu l'as aidé, tu t'es senti utile, mais il faut que ça s'arrête. C'est pour ça, Inès. Quand je le vois, je me rends compte que je me suis trompé de vie. Talak. Il faut plus qu'on se voit. Je suis vraiment heureux pour toi. انت مفكرة انه فينا نطلع من كل شيء صار فينا هيك؟ عم أعمل كل شيء مشان هالشيء. Et bonjour à eux. Merci pour le follow. Alors, film qui pose pas mal de questions, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on nous en dit? Une héroïne née d'une expérience intime. Pour écrire L'étrangère, la réalisatrice Gaia Gigi s'est nourrie de sa propre histoire d'exil. Arrivée en France après avoir quitté la Syrie, elle voulait raconter non seulement le parcours administratif des réfugiés, mais aussi le sentiment plus profond d'être étranger à soi-même et aux autres. Le projet a mûri pendant près de 7 ans, avant de trouver sa forme définitive. Cette dimension autobiographique donne au film une approche très incarnée, loin du simple récit social. Un casting guidé par une révélation cinématographique. Pour interpréter Selma, Gaia Gigi cherchait depuis longtemps une actrice capable d'exprimer à la fois la force et la fragilité du personnage. Le déclic est venu en découvrant Zahar Amir dans Les Nuits de Machad. Ah, je cherchais où je l'avais vu. Effectivement, Les Nuits de Machad, très beau film si vous avez l'occasion. D'une gaieté folle. Il y a eu une affiche qui était magnifique aussi. Mais ouais, très très beau film. Bien qu'iranienne et non syrienne, la comédienne a convaincu la cinéaste par son expressivité et son vécu personnel, marqué par l'exil. Finalement, les parcours se ressemblent. La question de la langue inquiétait d'abord la réalisatrice, puisque l'actrice
a dû jouer en arabe et non en farsi. Bordeaux comme décor de l'isolement. J'ai reconnu Bordeaux. Contrairement à beaucoup de récits sur l'exil, tournés dans des métropoles cosmopolites, l'étrangère se déroule à Bordeaux. Gaïa Gigi voulait montrer une ville où Selma serait réellement isolée, loin des repères qu'elle aurait pu trouver à Paris ou Marseille. La mise en scène accompagne ce sentiment de déracinement. Au début du film, les couleurs sont pâles et l'image légèrement floue. Plus Selma retrouve une forme d'équilibre, plus la photographie gagne en netteté et en chaleur. Une mise en scène. La réalisatrice a privilégié une approche très sobre avec peu de dialogue explicatif et une grande attention portée au silence. Le travail sur le regard entre Selma et Jérôme était central afin de faire exister leur relation sans effet mélodramatique appuyé. Cette économie de geste traduit aussi l'état de vigilance permanent dans lequel vit l'héroïne. Même les décors participent à cette sensation d'enfermement, notamment l'appartement en souplex de Selma pensé comme une cellule autant qu'un refuge. Une chanson arabe chargée de symboles. La musique occupe une place discrète mais essentielle dans le film. L'une des scènes clés est accompagnée par une chanson de Asma'an, immense voix du monde arabe des années 1940. Figure libre et transgressive, la chanteuse fascinait la réalisatrice qui voyait en elle un écho au parcours de Selma. Cette mélodie nostalgique permet au personnage de renouer brièvement avec ses souvenirs et sa féminité, après un long temps passé en mode de survie. Une histoire d'amour pensée contre les clichés. Avec le triangle amoureux entre Selma, Jérôme et Iyad, Gaïa Gigi voulait éviter toute vision figée des réfugiés. La cinéaste insiste sur le fait que son héroïne ne cherche pas uniquement à survivre ou à obtenir des papiers, elle veut aussi aimer, désirer, retrouver une vie intime. Ce choix narratif permet au film de dépasser le cadre politique pour devenir un récit d'émancipation féminine, une manière aussi de montrer qu'une tragédie n'efface jamais complètement les sentiments. Alors par contre, afin de dépasser le cadre politique pour de devenir un récit d'émancipation féminine, une émancipation féminine, c'est un cadre politique aussi. C'est de la politique. Et on a plutôt une bonne presse, hein. Il n'y a pas de 5 sur 5. Je crois qu'on n'a pas eu un seul 5 sur 5 encore ce soir. Ah, si, peut-être sur les mignons. Mais on a de la belle presse. Allez, Luma, on n'a pas encore vu Luma ce soir. Un magnifique... Je l'ai perdu, ça y est. Un magnifique rôle pour l'actrice franco-iranienne Zahar Ami. Vous auriez pu nous mettre plus quand même, les gars. France Infoculture, le long métrage de Gaïa J, qui est tout sauf un énième film sur un parcours de migrants. C'est davantage l'histoire des amours qui peuvent traverser des individus, de renoncements qu'ils sont prêts à faire, justement pour préserver ce qu'ils aiment. C'est beau, ça, c'est bien dit. Et alors, dans ce contexte, Libération, le long métrage de la cinéaste syrienne sur la romance entre une réfugiée et un avocat peine à transfigurer son scénario sur la douleur de l'exil, prisonnier d'un récit balisé où la mise en scène reste en retrait. Voilà. Comme ça, vous avez un peu les deux avis. On continue avec Maspalomas. Et je suis en train de me dire, est-ce que c'est vraiment intelligent de regarder la bande-annonce? Attendez. Je regarde vite fait sur le timeline. Le film est interdit aux moins de 12 ans. Mais ce n'est pas un film d'horreur. Attendez, je vais juste me passer le passage là. Ouais. Ouais, non, on va éviter. Non, ouais, carrément pas. Quand j'ai préparé l'émission, j'ai pas vérifié celle-là, mais oui, non, carrément pas. Ou à la limite, je peux vous le mettre, vu que c'est en espagnol, je pense que on peut éventuellement comprendre. Comment je fais? Je fais afficher F. Cachorro, Ramon. Hombre, ser. Batiko. Vicente eta zuri, egun normal batean ze gustatzen zaizu egitea.
sakit. Sarılara silikas. Skaitan etzatea. Urteak zeramatzan Kanarietan bizitzen. Vicente, baldago, jakin beharko genukeen beste ezer. Voilà pour les hispanophones. Je vais quand même vous lire le synopsis. Sous le soleil brûlant de Maspalomas, aux îles Canaries, Vicente savoure depuis 25 ans une retraite insouciante. Mais un accident l'arrache à son paradis. Rapatrié à Donostia, il est placé par sa fille dans une maison de repos où le temps semble figé et où ressurgissent les fantômes du passé. À nouveau, contraint de masquer son identité, une seule idée l'obsède, s'évader et retrouver la liberté de Maspalomas. Alors, c'est vrai que c'est pas dit, et pourtant on l'apprend très très vite dans le film, dès les premières minutes, il est à Maspalomas, qui est, on pourrait dire, la ville de l'identité, des fêtes queer LGBTQIA+, et il vit pleinement son homosexualité à Maspalomas. Et au cours d'un rapport, il a un accident vasculaire cérébral et il est rapatrié en Espagne, auprès de sa fille. Voilà. Et donc effectivement, il est contraint à un certain silence sur ce qui est arrivé. Monsieur Ponyman, bonjour, j'espère que tu vas bien. Et voilà, on comprend qu'il n'a qu'une envie, c'est de retourner à Maspalomas. Les Goya 2026. Maspalomas a été nommé 9 mois au Goya, l'équivalent espagnol des Césars, et a remporté le prix du meilleur acteur pour José Ramón Soroiz. Ça va, on survit, ça va. Moi, ça va, je me plains pas. Je me plains pas, j'ai la clim à la maison, j'ai la clim au bureau. Il n'y a juste pas la clim dans le hall du centre culturel, mais somme toute. Et il n'y a pas la clim dans la rue non plus. Mais somme toute, oui, ça va, je vis plutôt bien, moi. Le film est né de vacances aux Canaries. José Mari Goenaga a songé à faire de Maspalomas le décor d'un film alors qu'il y séjournait en 2016. Cette station balnéaire située au sud de l'île de Grande des Canaries, dans l'archipel des Canaries, est un haut lieu du tourisme LGBTQIA+. Le réalisateur raconte: dans la foulée, j'ai lu un article qui parlait de personnes âgées de la communauté qui, lorsqu'elles étaient inscrites dans des résidences pour adultes, se retrouvaient mises au placard de leur propre identité sexuelle. Dès lors, le lieu de la résidence pour adultes est apparu en contraste avec Maspalomas, et de là est partie l'histoire de Vicente, notre protagoniste. Mettre en valeur la culture basque. Le personnage de Vicente a d'abord été imaginé comme un touriste allemand, mais les réalisateurs ont préféré qu'il soit basque. Oui, c'était encore plus fort au niveau de l'identité basque. Pour mettre en valeur leurs propres origines, comme l'explique José Mari Goenaga. Nous essayons toujours de glisser nos propres histoires dans nos films, si c'est possible de le faire en basque, parce que c'est notre langue. Nous adaptons à chaque fois nos récits à la langue appropriée, et on adore travailler avec des acteurs basques. En tournant en basque, on a le sentiment de contribuer à une cinématographie encore en plein essor qui a besoin de références de particuliers à la culture basque. Contexte du Covid. Le premier traitement du scénario a été développé durant le confinement. Les réalisateurs ont décidé de garder ce contexte pour évoquer de façon symbolique le parcours de Vicente, lui qui a vécu des décennies en cachant son identité comme enfermé dans son propre corps. Aitor Arregui ajoute « J'ajouterai que le Covid a aussi donné une forme de tension narrative au film. La seconde partie, quand le virus surgit dans la résidence, on pourrait craindre que tout le monde en meure, mais ce n'était pas notre choix. On voulait finir le film en parlant de la manière avec laquelle on allait s'y adapter. » Pour construire Vicente, José Mari Goenaga s'est appuyé sur le langage pendu des grues de David Leavitt. Le roman raconte l'histoire parallèle d'un père et d'un fils homosexuels, chacun vivant différemment son rapport au secret et au coming out. La description de la figure du père dans son mariage a été très inspirante pour imaginer un peu le passé de Vicente avec son épouse, la relation avec sa fille, etc., souligne le réalisateur. Il révèle
qu'il a aussi puisé dans ses propres angoisses. Vicente est aussi une projection de mes angoisses, de ce que je peux ressentir en tant qu'homosexuel, des menaces qui peuvent m'inquiéter, toutes ces petites peurs que nous et certains homosexuels affrontent au quotidien. Lever un tabou. Avec Maspalomas, les réalisateurs se confrontent au tabou de l'homosexualité chez les seniors. Cela nous a paru important que cette sexualité, qui existe bel et bien, soit visible et que le spectateur en prenne conscience. Nous vivons dans une société où certains se demandent si ce que nous racontons existe. Et alors, en critique presse, 3,8, plutôt une belle note. L'humanité, vous faites un peu plus qu'une phrase. Subtilement incarné, malgré quelques ressorts convenus, ce drame intime signé de Heitor Arregui et José María Goenaga, décrit l'arrivée d'un vieil homme gay dans une maison de retraite où il doit cacher son homosexualité. Bon, ils ont repris le synopsis. Au-dessus, on avait un abutiné qu'on n'a pas trop lu ce soir. Un film nécessaire, touchant, qui passe de la lumière des Canaries à la fraîcheur de la mer de Cantabrie, tout en ne fermant jamais la porte à l'espoir. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas aimé? La moins bonne note, c'est 3. Hein, donc vraiment, il y a quand même un consensus que le film est intéressant. On prend l'Obs, de l'horizon infini des plages naturistes au mur d'un hospice entre petite mort et fin de vie. C'est une renaissance en pente inversée que nous convie Maspalomas, ou comment affirmer une identité sexuelle à un âge où les bons coups souvent ne sont plus qu'un vieux rêve qui bouge. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce film, qui doit beaucoup à l'interprétation du personnage principal qu'on voit au milieu de l'affiche. Et effectivement, ça pose la question de la sexualité chez les seniors, de l'homosexualité, c'est accentué par l'homosexualité, l'incompréhension de la fille, c'est vraiment... Et il y a des moments où on se rend compte que les non-dits vont loin, puisqu'il n'est pas le seul, en fait, dans cet hospice à être homosexuel et à ne pas le dire. Donc vraiment, ouais, très, très beau film. Et porteur d'espoir. Donc, vraiment chouette. On continue avec une autre histoire d'amour. Seuls les rebelles, dont on regarde la bande-annonce. أنا امبارح شفت واحد بالشارع عم يضربوه. شو عملتي؟ طلعته على البيت ونظفت له جرحه. طلعتيه على البيت؟ هدول جماعة ما بيتأمن له. يعني انت ما خايفة مني؟ ليش بدي خاف؟ وانت خايف مني؟ شفت هيدا البلد كل يوم نفس القصة. عثمان؟ بدك ترقصي. قبل ما اتعرف عليك كنت مثل العمية. بعمرك يا سوزان شوية مركز. روحي انضبي وشوفي حالك انت شو عم تعملي. وهو من حبه ليها بس انه من كل عقلك هو مغروم فيكي يعني. مالها لحن الأمان. أنا وأنت سويان نكون قوية. Voilà donc pour ce film. Alors, qu'est-ce qu'on nous en dit? Une métaphore de la lutte. Si Seuls les rebelles est une histoire d'amour, c'est aussi une réponse à notre époque particulièrement inquiétante. Que ce soit en Orient et maintenant en Occident, explique la réalisatrice. En mettant en scène deux individus qui tombent amoureux et vont alors à l'encontre des conventions, elle utilise cette métaphore pour parler de la lutte. Tous mes films, documentaires ou fiction, sont marqués par une sorte de révolte et de scandale.
Je me garde bien de théoriser ou de revendiquer un quelconque statut, mais je ne cesse de travailler la question de la confrontation à l'ordre établi. Un tournage bouleversé par la situation géographique. Au moment de tourner, Beyrouth était bombardée par Israël. La production a proposé à la réalisatrice de transposer le Liban à Marseille ou dans une autre ville française, mais elle a refusé. Elle tenait à documenter une ville menacée de disparition. J'ai pensé qu'on allait assister à la fin du Liban. Mon film est devenu une fenêtre cinématographique sur mon pays d'origine à ce moment-là. J'ai eu tellement peur que Beyrouth ne se transforme en tas de ruines sous les bombardements israéliens que j'ai décidé de sauver chaque décor de cette histoire, de la filmer rue par rue, afin de prouver qu'elle a existé. Filmer Beyrouth à distance. Si le réalisateur tenait absolument à filmer Beyrouth, elle n'y a pourtant pas mis les pieds. Elle supervisait depuis Paris une équipe de tournage à Beyrouth, alors que la capitale libanaise était en urgence absolue. Procédé visuel inédit. Les images tournées par l'équipe libanaise ont été rétroprojetées au studio de la Montjoie en banlieue parisienne. Daniel Herbib développe le procédé. La transparence est un procédé mêlant dans un plan une projection de film à une prise de vue. Dans les vieux films, il a été très utilisé pour des scènes montrant des personnages situés dans des avions, trains ou voitures. Certains cinéastes comme Ken Russell, Kubrick, Ruiz, Von Trier ou Mandico, plus récemment, etc., Mandico plus récemment, l'ont aussi utilisé en le détournant, mais aucun long-métrage à ma connaissance n'a entièrement été réalisé de cette manière. Dans le sillage de Sirk et Fassbinder, en mettant en scène un couple que tout oppose, Seuls les rebelles peuvent s'apparenter à Tout ce que le ciel permet de Douglas Sirk. Tous les autres s'appellent Ali de Werner Fassbinder. La réalisatrice évoque également Backlog Banging and Looney Porn. Il n'est pas facile à dire celui-là, mais c'est un chouette film de Radu Jude. Mon film résonne avec tout un pan du cinéma qui se fonde sur le principe des antithèses, qui raconte la quête d'un même idéal, la recherche entêtée d'une justice sociale et d'un monde empathique. Une longue collaboration. Yam Abbas a joué dans le premier court-métrage de Daniel Herbib en Radem en 1998. Depuis une grande amitié lie les deux femmes, la réalisatrice ne tarit pas d'éloges au sujet de l'actrice. Au fil des ans, j'ai vu Yam évoluer professionnellement avec intelligence et sans opportunisme. Son talent, sa beauté et surtout sa liberté de choix sont rares et précieux dans le paysage cinématographique. Le travail avec Yam est une pure partie de plaisir, c'est une partenaire idéale. Et ça, je crois que tous les réalisateurs qui travaillent avec elle l'ont dit. Ah, on est quand même sur une belle note, 3,3. Un petit peu moins que le film précédent. France Info, la mise en scène de Daniel Herbib est une invitation à s'aventurer aussi bien dans le dédale des émotions de ces héros parfois contradictoires que de celui des rues de Beyrouth. L'humanité à Beyrouth, une femme de 60 ans et un migrant de 25 ans tombent amoureux. Sur fond de guerre et de chaos politique, Daniel Herbib signe une puissante métaphore d'un pays au bord du gouffre. Voyons voir, première qui n'a pas aimé. On a connu la réalisatrice de Peur de rien et pas son film, plus tranchante et plus inspirée. Oui, pourtant, moi je l'ai bien aimé ce film. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui passent, et pour une fois, parce que ça pourrait être dramatique comme film, ça pourrait être pesant, ça pourrait être... Alors, je vais pas vous dire que c'est une comédie, loin de là, mais c'est pas plombant. Malgré tout, il y a plein de sujets qui passent, donc j'ai envie de dire que ça fait le taf. On continue. On continue ? Voilà, merci. Avec Éruption, dont on regarde la bande-annonce. How do you say you're welcome? Nimazatso. Nimazatso. Mm-hmm. And I love you? I didn't expect Warsaw to be so beautiful. Is it as romantic as you remembered? Did I say that? We might have an issue. Seems our flight's been cancelled. Volcanic ash. You know, I think I'm gonna go and explore, actually. I met a friend in Warsaw. Nell, why are you here? Mount Etna erupted yesterday. Can I come up?
You look the same. And you look different. My boyfriend's gonna propose tomorrow. With him, the earth doesn't shake. Every time we get together, a volcano erupts. We like to joke that we're making out. What's the joke? Volcanoes kill people. Hi, love. I'm wondering where you are. So what is the problem with Rob? He's really nice. Sometimes nice is nice. Yeah, but sometimes nice is boring. She's never said anything like this to me. I think there's a lot she hasn't said. Can I stay at yours again tonight? Voilà donc pour cette bande-annonce. Et alors, qu'est-ce qu'on nous en dit de ce film? Une rencontre à 3h du matin. Le projet Éruption est né d'un concours de circonstances digne du film lui-même. En 2024, le réalisateur Pete Hauss rencontre Charlie XCX dans un bar new-yorkais à 3h du matin grâce à leur ami commun Jeremy O. Harris. Quelques heures plus tard, ils imaginent ensemble les bases d'un récit anti-romantique situé à Varsovie. À ce moment-là, Hauss n'a qu'une très vague idée. Une personne parle polonais, l'autre non. Il y a un volcan quelque part dans l'histoire. C'est vague. Le film se construira ensuite de manière organique au fil des discussions et du tournage. Un tournage écrit au jour le jour, comme sur ses précédents films. Pete Hauss a choisi une méthode de travail atypique pour tourner chronologiquement, sans scénario totalement terminé. L'équipe avançait par bloc de 4 jours, suivi de pauses permettant de réécrire l'histoire. Alors, il faut savoir, si on l'écrit au jour le jour, enfin bloc par bloc, on ne peut pas réécrire, on écrit, selon ce qui fonctionnait à l'écran. Charlie XCX compare même cette méthode à l'écriture d'une chanson où les idées se construisent collectivement avant de trouver leur forme définitive. Certaines séquences prévues ont d'ailleurs été abandonnées en cours de route, notamment un grand défilé à Varsovie qui ne correspondait finalement pas à l'esthétique du film recherché. Varsovie comme personnage du film. Pour donner à Éruption son atmosphère si particulière, l'équipe a tourné presque exclusivement dans les rues et les lieux publics de Varsovie. Le réalisateur souhaitait que la ville devienne un personnage à part entière, loin de représentations grises souvent associées à la capitale polonaise. Le quartier de Mokotów, où vivait Pete Hauss avant le tournage, a notamment inspiré plusieurs scènes importantes. Cette immersion dans la ville a aussi influencé le jeu des acteurs. Tourner sans plateau traditionnel permettait à Charlie XCX de se fondre dans la foule et d'accentuer le côté discret et observateur de son personnage. Est-ce qu'on a une presse? On a une presse qui a 3 cinématiseurs. Ce qui s'y déroule est un peu fluide et désinvolte, mais le film possède une force de cinéma qui emporte tout. Alors, j'irai pas jusque ce que ça emporte tout. Effectivement, c'est très désinvolte. Une force de cinéma qui, moi, m'a emporté à moitié. Ou, je sais pas, en vrai, c'est des films, j'en sors, je sais pas vraiment quoi en penser. Donc je me dis, c'était pas mal, mais bon, est-ce que, voilà, on a vu une tranche de vie de 3 personnes, et voilà. Criticat, le refus du drame est stimulant, mais laisse également l'impression d'un film qui hésite à s'abandonner complètement dans ses propres élans. Effectivement, peut-être, reste un objet souvent drôle qui transforme Varsovie en terrain de jeu mélancolique. Pour des personnages en quête de sens, alors voyons voir les fiches du cinéma qu'on peut aimer. Le traitement puéril du récit et des personnages et la médiocrité de la réalisation en font un film d'une vanité confondante. Oui, non, quand même, faut pas... on peut trouver un juste milieu, quand même. Il me semble. Allez, on continue les sorties de la semaine avec Blue Iron, Heron, je sais pas. On regarde la bande-annonce.
Jason, he wanted to let us know that our son is dead on the front step. I told him not to worry. He will come back to life soon. How are things with Jeremy? It feels like somehow I'm cursed. He doesn't want to listen to anybody. Stop it! Talk to me! Hey, talk to me! And how is he with his siblings? He's very sweet. Have you ever heard about a family like this? Jeremy, look at me. Look at me, please. Voilà, une bande-annonce toute calme. Qu'est-ce qu'on nous dit de ce film? Sélection au festival. Le film a été présenté en avant-première mondiale lors de l'édition 2025 du Festival de Locarno, ce qui est quand même le Festival de Locarno. Je trouve que c'est un festival de très bonne qualité aussi, qui propose une très belle sélection. Par la suite, il a été également sélectionné dans d'autres festivals internationaux, comme ceux de Toronto, San Sebastian, Vancouver, Bangkok ou Göteborg. Du court au long, il s'agit du premier long-métrage réalisé par la réalisatrice Sophie Romvari. Jusqu'à présent, cette dernière n'avait signé que des courts-métrages ou documentaires. Cold Feet en 2015, It's Him en 2017, In Dog Years en 2019, Still Processing en 2020, It's What Each Person Needs en 2022. Dimension directement de la propre vie de Sophie Romvari, en particulier sa relation complexe avec son frère. Cette dimension intime traverse d'ailleurs tout le récit de Blue Heron. Mémoire imparfaite, Sophie Romvari revendique une approche particulière, ainsi plutôt que de rechercher l'exactitude, la cinéaste préfère recréer volontairement des souvenirs flous, fragmentés, presque incertains, correspondant ainsi davantage à l'image de sa propre mémoire. Un personnage qui est sans voix à l'écran, le personnage de Jérémy que joue Eddie Bidoz est quasiment muet puisqu'il ne prononce que 2 répliques. Donc il n'est pas muet. Il s'agit d'un choix volontaire de la part de la réalisatrice qui voulait avant tout accentuer son mystère, voilà, c'est quelqu'un de mystérieux, pas muet, et montrer que l'on ne pouvait jamais totalement comprendre quelqu'un. Vous avez un message. À la fin du film, la séquence de la lettre bouleversante est basée sur un véritable email reçu par Sophie Romvari. La réception de ce message lui a permis de découvrir une nouvelle facette de son frère. Et on a de la presse qui a été le voir. 3,5, plutôt joli. Allez, les cahiers du cinéma qu'on peut aimer tout à l'heure. Loin de figer le souvenir dans le passé, Blue Heron le transforme en une matière vibrante, sans cesse réactivée au présent pour mieux sonder sa propre existence à la croisée de l'intime et du geste cinématographique. Cette œuvre autobiographique d'une remarquable maturité plonge dans le passé pour mieux esquisser un avenir. Et alors, Criticat qui a ravi par tous les films de la journée, là, non. Victime collatérale d'une mise en scène un peu guindée, l'émotion ne trouve pas le moyen de véritablement s'installer, et c'est gênant. Du coup, sur un film, sur un sujet comme ça, c'est gênant. Une Hongroise se remémore son enfance au Canada, en famille avec son frère différent, beaucoup de délicatesse avec de faux airs de documentaire. Effectivement, on l'a vu plus haut, la réalisatrice vient du documentaire. Ça explique certainement. Allez, on continue avec 11 rue d'Anvers. Alors, quand je prépare les émissions, je mets la bande-annonce sans son. Et du coup, je suis très curieux de voir, parce que j'ai très peur de cette bande-annonce. J'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de franchement... Je sais pas, on va voir. 11 rue d'Anvers, on découvre la bande-annonce. J'ai eu un mail de l'agence et l'appart de Clamart nous passe encore sous le nez.
Franchement, cette maison, elle est à vendre depuis longtemps? Non, 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 le père est décédé, les enfants n'en veulent pas. Tu vas pas l'acheter cette baraque quand même? Ouais, je crois que depuis, ouais. Il n'y a pas que le temps qui est glacial ce matin, mais également l'atmosphère qui règne depuis ce matin dans un petit quartier de Fontainebleau. Le corps d'une jeune femme a été retrouvé sans vie dans le garage d'un couple de retraités. Et tes valises ont parlé. Il se passe des choses étranges. Étrange comme. Débrouille pas alors qu'on est seul à la maison. Moi aussi, je t'aime. Voilà. Mes craintes sur le visuel sans son se sont confirmées. Au niveau des contrastes, au niveau des plans, la prise de son, au secours. Ouf. Alors, la bande-annonce, elle dure combien de temps? Elle n'est pas très longue, 1h39. Et j'ai eu l'impression qu'elle était longue, je sais pas vous. Mais j'ai eu l'impression de trouver le temps long dans la bande-annonce. Je sais pas combien de temps dure le film. Mais là, je suis désolé, mais moi, sur bande-annonce, toujours, je signe pas. Hein. Waouh! Le film fait 1h15. Mais des fois, en 1h15, on peut trouver le temps long. Hein. J'ai déjà connu ça et c'est pas agréable. Surtout quand on sait à l'avance que le film est court. C'est... Voilà. Bon. On passe au film suivant. My Summer with Irene avec Noé Habitat, qu'on commence à voir de plus en plus, et ça fait plaisir. En plus, j'ai l'impression qu'elle choisit plutôt bien ses rôles. Du film est ton intérêt, c'est sûr. Ouais, enfin là, quand même, sur bande-annonce, tu vois, je sais pas, t'as quand même des problèmes de son, problèmes de cadrage, problèmes de contraste. Enfin, sur bande-annonce, tu peux repérer quand même plusieurs choses qui ont l'air de pas aller. Tu vois, moi, généralement, on a une plateforme où on met plein de films. Je regarde pas je les prends dans l'ordre chronologique, les films de sortie. Je regarde pas les résumés en lançant. Je regarde pas la bande-annonce avant. Comme ça, je suis dans la découverte. Vraiment. Là, sur bande-annonce, tu m'envoies le lien. Va falloir vraiment que je me motive et que je me force pour regarder le film. Et... Honnêtement, là, il n'était pas sur la plateforme où où on nous propose de visionner les films à l'avance. Je sais pas, enfin, je me serais forcé à aller au bout parce que, voilà, j'ai envie de découvrir les œuvres jusqu'au bout pour me faire vraiment une idée complète sur le tout. Mais bon, heureusement, il fait qu'1h19, quoi. Donc après, voilà. Ça reste un avis sur bande-annonce. Là, en plus, on n'a pas de presse, on n'a pas de secret de tournage, on n'a rien d'autre. Ça se trouve, c'est un mauvais montage de bande-annonce et je me plante complètement dans mon analyse. Peut-être, ça, c'est vraiment de la réaction à chaud sur bande-annonce. Hein, voilà. Allez, donc j'en étais où, moi? My Summer with Irene. On regarde la bande-annonce. Elle fait 1 minute 38. On va faire une comparaison au niveau ressenti de temps.
Ah, non. Voilà. Bon, bah, je suis désolé, hein, mais... Ressenti Milan. Alors, sur laquelle? Sur la précédente ou sur celle-là? Sur celle-là, j'ai trouvé le moins le temps long, alors qu'il n'y a pas une parole. Les deux. Ah. Mais j'ai trouvé moins le temps long sur celle-là, alors qu'il n'y a pas une parole, il y a juste la musique qui est un petit peu entraînante. Moi, il y a un truc qui m'intrigue, c'est le personnage qui accompagne, qu'on voit sur l'affiche, qui est en second plan, où on ne voit pas son visage de la bande-annonce. On ne sait pas ce qui va se passer, c'est juste deux filles en vacances. Bah, désolé, ça me hype limite plus de regarder et de découvrir ce film que le précédent. Les plans sont bien faits, les cadrages plutôt bien faits aussi. Après, je peux comprendre. C'est vrai que ça peut paraître chiant parce que tu te dis, bah ouais, ok, deux filles qui nagent, quoi. Waouh! Mais si je devais faire un choix, tu me donnes la possibilité de voir l'un ou l'autre, je dois faire un choix. Ah bah, Summer with Siren passe en premier, il n'y a pas de souci. Vraiment pas de souci. Bon, et ben vous savez quoi, il y a une mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a toujours pas de Bollywood, hein. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais ça me manque, moi. Est-ce qu'on se lancerait pas juste pour le plaisir, le jingle Bollywood? Allez, pour le plaisir. Voilà, et puis on revient sur cette affiche-là, puisque j'ai rien d'autre. Ils doivent cramer là-bas, tu m'étonnes. Ils doivent être au bout de leur vie, les pauvres. Voilà donc pour cette soirée. Alors moi, par contre, j'ai pas grand monde. Oh si, tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas été voir les loutres. Hop. On se lance un petit raid. Que dire pour finir cette émission? Faites attention à vous, buvez de l'eau, hydratez-vous, restez au frais autant que possible, à l'ombre. À Bordeaux que dans le Sahara. Oui, ça se trouve en plus, oui, c'est... je sais plus où on a regardé... Ouais, c'est pareil, on avait regardé dans un des déserts, là, de... où il faisait plus chaud chez nous que dans un désert. Je sais plus quel désert on a regardé. Enfin bon. Restez à l'ombre, hydratez-vous, faites attention à vous. Température du Niger au nord de la France. Ah ouais, on est bien avec ça. Si vous pouvez être dans des endroits frais, bah essayez de le faire. Autrement, bah bon courage. Normalement, ça